Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal en ce mercredi 27 décembre. Nous ouvrirons un volet basket à la moitié de cette saison 2023-2024. Nous ferons un point sur la situation de la Roca Team avec notre consultant Ali Traoré. Nous irons faire un tour ensuite dans Monaco à la recherche d'enseignes proposant de nouvelles expériences en cette période hivernale. Et qui dit fin d'année, dit crustacés. Évidemment, nous serons avec Aaron Kashia, le manager des Perles de Monte-Carlo, pour parler du succès des huîtres pour les fêtes. Et c'est évidemment les vacances scolaires. Comme à son habitude, le musée océanographique propose des animations pour les enfants. Nous irons y faire un tour. On démarre ce journal avec l'actualité sportive. Donc, la Roca Team a signé hier soir sa 16e victoire en 17 matchs de Betclic Elite à Boulogne-le-Valois. Un succès 85-77 dans lequel Mathieu Strazel et Elio Kobo ont rayonné avec respectivement 21 et 20 points inscrits. Le club de la Principauté est leader incontestable du championnat à la mi-saison avec 4 victoires d'avance sur Paris, 2e. À 2 jours du choc face à Barcelone qui marquera également la fin de la phase aller en Euroleague, il est temps de faire le bilan à mi-parcours avec notre consultant Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir Yannick. Nous arrivons à la moitié de cette saison 2023-2024. Monaco est premier de Betclic Elite, 5e d'Euroleague. Les Roca Boys sont clairement dans leur standard. Absolument. Les objectifs de la saison, enfin à mi-saison, sont totalement respectés. Dominer la Betclic Elite, c'est le cas. Être dans le top 6 pour l'Euroleague, c'est le cas aussi. Donc le bilan, pour moi, à mi-saison, est très positif. Donc parlons déjà de la Betclic Elite, un championnat fortement marqué par ce drame à Gravelines. Les images de la salle qui partent en feu font vraiment mal au cœur. Quels sont vos souvenirs, vous, à Sportica ? J'ai des très bons souvenirs, parce qu'il y a une salle mythique, une salle très chaude, dans laquelle c'est très difficile de gagner. J'ai le souvenir d'un public chaleureux, d'une salle qui sait pousser son équipe. Et j'ai eu quelques victoires, mais j'ai aussi quelques défaites bien frustrantes là-bas. Donc honnêtement, c'est un monument du basket français qui est parti en fumée. Bon, pour parler du sportif, une seule défaite pour Monaco en championnat de France. Meilleure attaque avec une rotation bien maîtrisée de Sacha Obradovic. Je pense à Strazel, Tarpé et Corneli notamment, qui jouent entre 18 et 23 minutes par match. C'est une force unique en France, cette rotation. Bien sûr, pouvoir se priver entre guillemets des joueurs qui jouent plus en Euroleague et de quand même continuer à dominer la Betclic Elite, c'est énorme. Vous avez parlé de Mathieu Strazel qui est absolument extraordinaire, qui pour moi a passé un cap dans la gestion du jeu, dans le scoring. Terry Tarpé qui apporte, Peter Corneli qui apporte aussi, même Jaïté qui est encore un peu en dedans, mais la saison, je pense que la saison est encore longue, donc on pourra peut-être le voir mettre le nez à la fenêtre. Mais en tout cas, effectivement, la rotation du joueur, pour moi, est menée de main de maître par Sacha Obradovic. Il y a la Leaders Cup qui va arriver très vite. D'après vous, est-ce que Monaco doit en faire un objectif ? Ah oui, clairement, quand on est Monaco, l'objectif, c'est de remporter tous les trophées. Donc forcément, la Leaders Cup, ça doit faire partie ça doit rentrer dans l'escarcelle de la Roca Team, au même titre que la Coupe de France, que l'Euroleague et la Betclic Elite. Il y avait eu l'année dernière, on s'en souvient, cet épisode très douloureux de la Leaders Cup qui a même peut-être conditionné une fin de saison synonyme d'orgueil pour la Roca Team avec ce Final Four finalement en Euroleague. Est-ce que vous pensez que les Roca Boys, ceux qui étaient là l'année passée, l'ont en travers de la gorge, ce qui s'est passé notamment ce match perdu face à Bourg-en-Bresse ? Ouais, bien sûr, vu les compétiteurs qu'on a dans l'équipe, forcément, ils ont cette Leaders Cup en tête. En plus que maintenant, au niveau national, c'est le seul trophée qui manque à ce groupe de joueurs-là, parce qu'on sait que la Roca Team a remporté quelques Leaders Cup, j'en faisais partie aussi. Donc, forcément, oui, ils vont revenir, à mon avis, avec l'esprit de revanche. C'est un tournoi, 3 matchs, un trophée. Donc, ils vont venir pour gagner, pour le gagner, et on va dire étancher leur soif de trophées. On arrive également à la fin de la phase aller en Euroleague. Les Roca Boys sont 5e, je le disais, dans le groupe des 7 équipes au même bilan. Et ça, c'est assez dingue d'avoir 7 équipes au même bilan, 9 victoires et 7 défaites. Quand on voit ce bilan, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux quand même ? Alors, honnêtement, on aurait pu s'attendre à mieux. Il y a 3 matchs, 3 défaites qui me dérangent. C'est la Valence en début de saison. Après, on peut se dire c'est le début de saison, l'équipe n'était pas rodée. Celle aux Partisans et forcément celle face au Panathinaikos. Donc on se dit que si ces 3-là étaient dans la besace,
bah là, la Roca Team serait tranquille, en haut, tout en haut, avec la Virtus Bologne, le Barça et le Real Madrid. Mais bon, voilà, ça rajoute un peu de piment. La saison dernière, la compétitivité de l'Euroleague était dingue. Et pour moi, cette saison, le niveau est encore plus haut. Et le fait que Monaco, malgré une Euroleague encore plus forte, arrive à se placer dans les 6 premiers, synonyme de qualification directe en play-off, pour moi, c'est quand même une belle performance. Où est-ce que vous situez la principale marge de progression de la Roca Team? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression complètement dingue au niveau du tir à 3 points. On se souvient que la saison dernière, la Roca Team était l'une des plus mauvaises équipes à 3 points et les équipes adverses avaient forcément envie de garer le bus sur le panier et de laisser shooter. Maintenant, c'est plus le cas. Donc là, à ce niveau-là, il y a une vraie progression. Mais après, maintenant, la marge de progression, qu'est-ce qu'elle peut être? Moi, elle me plaît cette équipe. La marge de progression, ce serait peut-être la gestion de certaines fins de match un peu chaudes. Et on l'a vu très récemment avec le Panathinaikos et même le Bayern Munich où même Monaco était devant de 20 points, le Bayern revient. C'est peut-être effectivement savoir gérer les fins de match et jouer 40 minutes. Bien sûr, jouer 40 minutes, surtout qu'on sait qu'à ce niveau, ça pardonne pas. On l'a vu, il y a très peu d'équipes très faibles, il y a très peu d'équipes avec qui on peut dire qu'on est certain de partir avec une victoire. Donc être plus consistant sur 40 minutes, ça va être pour moi une bonne marque de progression pour la Roca Team. Merci Ali Traoré de nous avoir apporté votre expertise. À bientôt sur Monaco Info. Ah oui, merci beaucoup et à très vite. Pour être tout à fait complet, sachez que l'AS Monaco Basket a ouvert sa boutique en ligne il y a quelques jours. Une belle avancée marketing pour le club de la Principauté. Vous pourrez y trouver des maillots, des casquettes, des écharpes, des habits et plein d'accessoires. À noter, les frais de port sont offerts à partir de 120 € d'achat. L'hiver est des plus agréables à Monaco, alors pourquoi pas tenter de nouvelles expériences glaciales ou chaleureuses? Juliette Rappert et Arnaud Imbert vous présentent le nouveau pop-up store du Monte Carlo Bay et le chalet suisse sur l'avenue des Beaux-Arts pour passer votre fin d'année en beauté. Alors que même la Principauté a revêtu son manteau d'hiver à côté de la place du Casino, sous le soleil exactement, le Chalet Como vous propose de plonger dans l'univers suisse aux produits frais et locaux pour une ambiance cosy. On a ici la raclette qui nous vient de Crans-Montana en Suisse, donc on essaye de faire beaucoup de produits suisses, le maximum possible. On fait des petits jus d'abricots, des jus de poire, on a aussi des bières, du vin, on a beaucoup de produits suisses. On travaillait la raclette en sandwich ou en barquette, donc classique avec la viande de grison. Et on la propose également avec de la truffe fraîche par-dessus. Ça se marie très bien avec la raclette. On fait aussi du magret de canard en sandwich, on fait des clubs foie gras, des clubs à la truffe. Tout est fait maison, on essaye de faire le maximum de produits faits maison par nos soins. Ça représente le confort, la joie de vivre suisse, les bons produits, les produits locaux de Suisse qu'on essaye d'importer le maximum qu'on peut ici. Donc voilà, on sait que les Suisses mangent bien et on essaye de retransmettre ça dans nos assiettes. Après un bon vin chaud et un sandwich à la raclette truffé, vous pouvez tenter le Blue Ice pour ses cocktails et son ambiance glaciale. Avec un pop-up antarctique, avec une déclinaison de cocktails aussi. On a fait un Boreal Mule, on a fait un Igloo, l'Antarctique, on a fait l'iceberg. Donc on a donné des noms de cocktails qui jouent avec le thème. Et où vraiment les cocktails sont dans des timbales en inox, givrés, avec de la glace pilée. Et les gens ils sont bluffés. Ouais. Spécialité montagnarde ou univers polaire, à vous de choisir. À table, les stars de ces fêtes de fin d'année sont incontestablement les huîtres. Selon le Conseil national de conchiliculture, en France, ce sont près de 60 000 kilos d'huîtres qui sont consommés entre Noël et le Nouvel An, soit près de la moitié de la production annuelle. Voyons si cette tendance se vérifie également en Principauté avec Aaron Cachia, manager aux Perles de Monte Carlo. Bonsoir Aaron. Bonsoir. Les huîtres pour les fêtes de fin d'année sont-elles toujours des best-sellers ? Alors les huîtres sont toujours des best-sellers, ouais, et j'ai même envie de dire le sont de plus en plus, en tout cas pour nous, quoi. Nous on voit que notre activité année après année, elle augmente toujours un peu plus, donc on peut dire que oui, les huîtres sont toujours des best-sellers. Par rapport au réveillon du Nouvel An, est-ce que vous prévoyez un plateau spécial ? Non, on fait toujours, entre Noël et Jour de l'An, on reste vraiment sur les mêmes produits, sur les mêmes bases, donc c'est exactement pareil.
Ça, il n'y a rien qui change par contre. Et en termes de plateau, qu'est-ce qui vous est le plus demandé? Des huîtres, beaucoup de demandes en huîtres. On a aussi une demande sur l'ensemble des produits qu'on propose, ça c'est sûr. Une demande de toute façon qui est toujours croissante, ça c'est ce qu'on remarque. Mais c'est vrai que ce qui revient constamment, c'est les huîtres, ça c'est sûr. En termes de dégustation, qu'est-ce qui pourrait parfaitement accompagner des huîtres? En premier lieu, des crevettes. Des crevettes, du saumon évidemment. Notre saumon Gravlax qui est extrêmement demandé et qui est je trouve exceptionnel. Je trouve que c'est un bon alliage. Crevettes, huîtres et saumon, pour moi c'est le best. Quels sont les principes de base à respecter pour les huîtres? C'est déjà d'essayer de les sortir de l'eau le plus tard possible. Donc nous, étant donné qu'on pratique de l'affinage et qu'on a les huîtres qui sont directement en bassin, donc on peut les sortir de l'eau et les servir aux clients immédiatement. Donc ça, là, c'est par rapport aux huîtres fermées. Moi, ensuite, je dirais qu'il faut les conserver. Dès lors qu'on vous les vend, il faut absolument les conserver au froid. Et évidemment, à partir du moment où vous ouvrez les huîtres, il faut compter grand maximum 2-3 heures pour les manger, vraiment pas plus, et évidemment les conserver au frais le plus froid possible. Alors vous nous avez parlé d'affinage. Comment se porte cet affinage ici à Monaco? Est-ce que vous avez observé un quelconque impact du climat ou de la température de la mer? Comment ça se passe pour vous à ce niveau-là? Non, nous, vous savez, on a tous un système de pompage qui fait qu'on peut à la fois contrôler le taux de salinité, la température. Donc, vu qu'on peut jouer avec la température, nous, on n'a pas ressenti. Il n'y a pas eu de modification en fait sur les huîtres. Il n'y a pas eu d'imprévus ou de choses qu'on maîtrise pas forcément. Au contraire, nous là, les conditions actuelles pour l'affinage, elles sont magnifiques. Merci beaucoup Aaron Cachia d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci à vous et à bientôt. Les vacances de Noël se passent également au musée océanographique de Monaco. Au programme, pour les petits comme les grands, des animations uniques autour de la mer Méditerranée. Sarah Monnier et Jean-Alexandre Dordet sont allés y faire un tour. Elle est si proche de nous et pourtant, elle reste méconnue par certains. La mer Méditerranée ne cesse de nous dévoiler ses secrets. Dans une succession d'animations, le musée océanographique orchestre une plongée au cœur de notre écosystème marin. Et pour commencer la visite en famille, une rencontre privilégiée avec les animaux du littoral. Ah, c'est super, surtout qu'il y avait du monde de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc là, on peut se retrouver à 4. On a les explications, donc c'est top. Et on peut toucher surtout. Ouais, et puis en plus, les enfants, au moins, ils peuvent toucher, ils peuvent découvrir. Parce que c'est vrai qu'à côté, il y a plus de monde, donc plus compliqué de comprendre. Mais là, au moins, ils peuvent vraiment voir ce que c'est un petit peu les animaux de la mer. Pour les chargés d'animation comme Justine, ces moments de transmission ont une importance primordiale pour la protection et la sauvegarde de ce patrimoine fragilisé. Et ce sont des animaux qui sont très utiles dans la biodiversité en règle générale. Ils font partie d'un chaînon de la chaîne alimentaire, donc ils ont leur importance. Et notre mission, c'est aussi de transmettre cette connaissance pour que les gens soient sensibilisés à ces animaux-là. La balade se poursuit ensuite par une visite virtuelle du monde marin, une plongée au plus proche des récifs coralliens et auprès des géants des océans, les cachalots. Dans un monde où tout est de plus en plus digital, c'est important de sensibiliser les ados, les grands, et donc d'avoir une autre façon de faire découvrir la biodiversité marine, les fonds marins. D'autres activités sont aussi disponibles comme un escape game à bord du bateau d'Albert Ier. Pour terminer, sous les yeux émerveillés des enfants, il est dorénavant possible d'assister au repas quotidien des requins, des moments à partager en famille jusqu'au 7 janvier 2024. Vous vous êtes sans doute déjà baladé place du Casino en cette période de fête où des boules à neige géantes ont été installées pour l'occasion, des objets à l'esprit de Noël qui renferment la magie des contes de Charles Dickens. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images d'Alban Gingembre et Julien Laugier. C'est l'objet le plus vendu à Noël dans le monde entier. La boule à neige est un accessoire incontournable des fêtes de fin d'année. À Monaco, 5 boules à neige géantes ont été installées sur la place du Casino, l'occasion de découvrir en 5 actes les contes de Noël de Charles Dickens. Donc sur un brief de départ du président Valéry qui était clair, faire d'un Noël à Monaco un Noël féerique et magique. Donc on l'a réinterprété de notre façon dans 5 boules à neige.
en retirant les fameux fantômes du 24 décembre et en les remplaçant par le Père Noël pour faire de cette ambiance aussi bien pour les petits que pour les grands. L'histoire, elle est fidèle à l'histoire de base, avec un Scrooge qu'on retrouve dans son bureau avec son employé Monsieur Scratchit, et on voit un Scrooge qui est dans son environnement très avare et avide d'argent. Et au fur et à mesure du conte, il va découvrir dans les différents moments de son rêve, dans le passé, dans le présent, dans le futur, que finalement, et c'est aussi la morale de l'histoire, que finalement la générosité, l'amour et le partage sont les belles valeurs qu'on reprend évidemment pour Noël. Une expérience visuelle mais aussi auditive, puisque le conte est narré en français, mais aussi écrit en anglais et en italien au dos des boules. Chacune livre son histoire avec un spectacle son et lumière d'environ 2 minutes. Il vous reste quelques jours pour visiter l'exposition Régnier III, le prince bâtisseur, sur le quai Antoine Ier. Cette exposition, qui rend hommage à l'ambition du souverain pour Monaco, vous est présentée par Christine Datomel. Une exposition qui retrace la vie et le parcours du prince Régnier III, des photos inédites du prince bâtisseur de son enfance à ses vieux jours. Une exposition extraordinaire qui met en lumière le côté visionnaire du souverain qui a su projeter la principauté d'après-guerre dans une ère de prospérité économique, de développement urbanistique et d'expansion territoriale. Son action et tout ce qu'il a construit pour Monaco n'a pas été simplement sur l'urbanisme. Il a construit aussi un Monaco économique, il a construit un Monaco social, un pédagogique avec un développement de l'enseignement, culturel. Enfin, il y a eu toutes les facettes, le tourisme qu'il a développé. Donc, toutes ces facettes-là ont fait de lui véritablement un prince visionnaire. Et c'est pour cela que l'on a appelé en sous-titre cette exposition une ambition pour Monaco, parce qu'il avait véritablement une ambition pour son pays. Et par cette ambition, je pense que les Monégasques et tous les résidents de Monaco en profitent encore et ont une belle vie. Combien de temps vous avez mis pour la monter ? Alors exactement 8 mois entre l'écriture bien évidemment du scénario et puis après la conception avec les 2 jeunes scénographes qui ont été choisis pour avoir un regard jeune, un regard nouveau. Ce sont 2 personnes qui n'ont pas connu le prince Régnier et avoir ce prisme, ça montre à quel point ils ont ressenti l'importance de toute son action et ont réussi à la mettre en valeur. Une exposition qui dévoile comment le prince Régnier III a bâti Monaco en un état moderne, en le dotant d'infrastructures politiques, juridiques et constitutionnelles, et comment il s'inscrivait à la fois dans la continuité historique et dans l'innovation, tout en étant animé par une seule ambition, garantir la prospérité et le bien-être des Monégasques. Une exposition qui se tiendra jusqu'à la fin de l'année à la salle d'exposition du quai Antoine Ier, puisqu'elle refermera ses portes le 31 décembre. Passons aux prévisions météo à présent avec Juliette Rappert. Bonsoir Juliette. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Demain, le ciel sera plutôt voilé le matin avec une température de 10 degrés. Puis le soleil fera son apparition aux alentours de midi et pour le reste de la journée avec une maximale de 12 degrés. Et ce jeudi 28 décembre, nous fêterons la Saint-Innocent en espérant que votre innocence ne soit pas trop prononcée à l'approche de la nouvelle année. Et on vous fait confiance pour ça, Juliette. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. En photo, nous revenons cette fois sur l'année sportive 2024 avec les plus beaux clichés des photographes de la direction de la communication. Passez une excellente soirée. À demain.